On commence tout de suite avec la première histoire qui est une histoire rationnelle et qui est celle de Nina. 8 mois avant qu'elle raconte cette histoire, Nina quitte le domicile familial et prend son indépendance. Elle part vivre seule dans son premier appart. Alors évidemment au début ça fait bizarre mais elle kiffe son indépendance, tout se passe pour le mieux pendant 3 mois. Nina commence à recevoir des appels téléphoniques étranges. Et pas seulement, elle reçoit aussi à plusieurs reprises des fleurs d'une personne anonyme. Alors au début elle en tire aucune conclusion, elle s'attarde pas plus que ça là-dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des trucs plus concrets qui se passent. Des trucs qui se passent chez elle directement. Par exemple des objets dans la cuisine et dans le salon qui disparaissent et qu'elle ne retrouvera jamais. Il y a aussi des fois où elle éteint la télé de son salon avant d'aller se coucher et elle la retrouve allumée le lendemain matin. Bref, à force d'assister à des trucs étranges comme ça, elle se met la nuit à avoir peur. Elle est clairement plus du tout à l'aise dans son appartement. Et un jour, tout bascule. Le soir, quand Nina s'ennuie, elle regarde la télé. Elle en a une dans sa chambre et une dans le salon. Et elle a un setup un peu bizarre qui fait qu'elle stream la télé de son salon sur la télé de sa chambre. En gros, l'image de la télé du salon est donc dupliquée sur celle de la chambre. Un soir, Nina est dans sa chambre, elle allume sa télé et les chaînes défilent toutes seules. Ce qui veut donc dire que quelqu'un est dans son salon, en train de regarder la télé et de zapper les chaînes. Ce soir-là, Nina panique, mais elle est tétanisée, elle ose pas aller voir dans le salon si quelqu'un regarde la télé, elle va juste pas faire de bruit et attendre que la nuit passe. Le lendemain, elle appelle son frère, elle lui raconte tout, et malheureusement, il prend pas au sérieux ce qu'elle va lui dire, il va juste croire qu'elle est un peu parano. Nina insiste encore et au final, son frère comprend que ce qui se passe c'est sérieux, à tel point qu'il décide d'aller dormir chez elle plusieurs nuits consécutives pour la rassurer. Les jours passent, Nina dort mieux, elle se sent plus en sécurité, et heureusement, ou plutôt malheureusement, il se passe rien. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que ça rassure pas du tout Nina, qui comprend qu'elle est probablement surveillée par la personne qui fait des intrusions chez elle. À l'issue des 5 jours qu'il passe chez elle, son frère lui explique qu'il va pas vivre là indéfiniment, il faut qu'il rentre chez lui un jour. Il lui promet malgré tout qu'il reviendrait dormir chez elle si jamais ça va pas et qu'il y a un autre problème. Et surtout, il lui conseille d'appeler la police en cas de doute. Quelques jours plus tard, il est 23h, Nina est dans sa chambre et elle entend des bruits de pas qui proviennent de son salon. Immédiatement, elle appelle la police et à leur arrivée, ils ne trouvent rien. Il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a rien d'anormal dans la maison, c'est comme si Nina avait halluciné. Encore quelques jours plus tard, Nina entend une nouvelle fois des bruits qui proviennent du salon. Et cette fois, au lieu d'appeler la police, elle va appeler son grand frère. Elle est en larmes, elle essaie de faire le moins de bruit possible et son frère lui promet qu'il sera là d'ici 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles il lui dit qu'il va rester au téléphone avec elle pour la rassurer et pour qu'elle le tienne au courant de ce qui se passe. Heureusement, pendant ces 10 minutes, il va rien se passer. Son frère lui dit qu'il est maintenant devant la fenêtre de sa cuisine et qu'effectivement, il voit quelqu'un assis dans le canapé de son salon. Il lui dit de pas bouger, de rester dans sa chambre sans faire un bruit, et il lui explique qu'il va devoir raccrocher pour appeler la police avant de lui-même faire quoi que ce soit. Évidemment, Nina, elle, est terrorisée à l'idée de rester seule sans contact avec son frère dans la maison dans laquelle se trouve un intrus, mais malheureusement, elle a pas le choix. Elle est seule, dans sa chambre, plongée dans le silence pendant plusieurs dizaines de secondes, sachant qu'un inconnu se trouve au rez-de-chaussée en train de regarder la télé. Ce silence est rompu par la sonnerie de son téléphone. Malheureusement, elle a oublié de mettre son téléphone en silencieux et quand son frère la rappelle, son téléphone sonne. Elle a beau raccrocher dès que ça sonne, elle est sûre que la personne en bas l'a entendu. Elle se lève dans le silence et colle son oreille à la porte de sa chambre pour voir si elle entend l'inconnu monter les escaliers, voir s'il a bel et bien entendu sa sonnerie et heureusement pour elle, non. Elle va entendre quelque chose 1 minute plus tard et c'est sa porte d'entrée qui s'ouvre. Elle est persuadée que c'est son frère ou la police qui vient d'arriver sur les lieux et donc elle se sent en sécurité. Alors elle décide d'ouvrir la porte de sa chambre. Et c'est là qu'elle tombe nez à nez avec un inconnu qui est en train de monter ses escaliers, habillé d'un impair noir et d'une casquette. Nina hurle et très bon réflexe, elle referme tout de suite la porte de sa chambre et elle pousse une armoire juste devant pour la bloquer et être sûre qu'elle est en sécurité. Ce qu'elle entend ensuite, c'est des bruits de coups, c'est des hurlements, c'est tout simplement son frère qui se bat avec cet inconnu juste devant la porte de sa chambre. Après plusieurs dizaines de secondes, il y a un grand silence dans la maison et Nina entend son frère lui dire que c'est bon et qu'elle peut sortir de sa chambre. En sortant de là, elle voit cet inconnu face contre sol et son frère qui est par-dessus en train de lui tenir les bras et surtout en train de lui sortir un grand couteau de la poche. La police arrive sur les lieux 10 minutes plus tard et immédiatement arrête le gars et repart avec lui. Alors ça finit bien, merci au frère de Nina qui a quand même sacrément géré. Et en plus de ça, Nina va apprendre plus tard qui était cet homme et qu'est-ce qu'il foutait là. En fait, c'était un ancien petit ami de sa mère qui à l'époque avait crushé sur Nina. Mais quand je vous dis à l'époque, c'était 10 ans avant cette histoire. Nina explique qu'à l'époque, c'était pas un mauvais mec, mais qu'il avait quand même quelques soucis et qu'avec le temps, elle, sa mère et son frère avaient complètement coupé les ponts avec lui. Alors cet homme, il a été condamné à 3 ans de prison ferme et il a purgé que 5 mois avant d'être libéré, ce qui a eu pour effet de rendre furax Nina et son frère. Et après cette sortie de prison avancée, Nina, elle, a décidé de déménager pour être sûre qu'il ait plus son adresse et qu'elle ne le recroise plus jamais. Voilà, désormais nous voulons tous un frère comme Nina. C'est Clark Kent, son frère, c'est bon? En fait, ce qui me fait le plus bader dans l'histoire de Nina, c'est qu'elle a vu des objets chez elle bouger, qu'elle a perdu des affaires, mais qu'elle y a pas vu un signe d'une intrusion parce qu'elle s'est dit c'est certainement moi
qui fait des erreurs d'inattention ou qui suis fatigué en ce moment et je fais pas gaffe. Ce qui est effectivement beaucoup plus probable que c'est l'ex-copain de ma mère qui vient chez moi la nuit en cachette regarder la télé. C'est horrible. Il est maintenant temps de passer à l'histoire d'Axel. Alors en fait, j'ai dit qu'il y avait une histoire paranormale, mais c'est pas vraiment une histoire paranormale en fait. Enfin, vous allez voir. À l'époque, Axel est un jeune policier qui vient tout juste de finir sa formation. Il est donc dans sa routine de nouveau policier et un jour, il reçoit un appel qui lui signale un incident suspect. Apparemment, un témoin aurait vu une lumière dans le ciel. Et effectivement, il vient lui-même d'entendre une petite série d'explosions typiques d'un transformateur électrique qui viendrait de lâcher. Il se dit donc que la personne qui vient de l'appeler a entendu la même chose que lui, mais a en plus vu le flash qui accompagne généralement ce type d'incident. Il se met donc tout de suite en route et le dispatch le rappelle pour lui donner plus de détails. La personne qui vient d'appeler la police prétend que la lumière était aussi, je cite, biblique, et qu'en la regardant, elle a ressenti une forte chaleur intérieure. Bon, Axel se dit, ok, je vais tomber sur un allumé. Il demande tout de même au dispatch si c'est la première fois qu'ils reçoivent un appel de ce numéro, et bien évidemment, non. Le mec est un habitué du service, et il aurait déjà appelé plusieurs fois pour des gens qui se seraient introduits chez lui, des gens dont la police n'aurait trouvé aucune trace en se rendant sur les lieux, et il les aurait aussi plusieurs fois appelés pour leur dire qu'il y a des anges dans sa chambre. Bon, vous voyez le truc. Bref, quelques dizaines de minutes plus tard, Axel arrive enfin sur les lieux. Il voit un homme debout sur le trottoir de devant chez lui. Quand il le voit, le mec a ses mains jointes, comme s'il était en train de prier. Et en voyant Axel, il le salue de la main. Axel se gare, s'approche de l'homme, qui s'appelle apparemment Tim, et il lui demande si tout va bien. Tim lui répond pas, il va plutôt lui demander s'il a lui aussi vu la lumière dans le ciel et qu'il a accepté l'arrivée de l'ange dans sa vie. À ce moment-là, Axel comprend qu'il va passer un moment relou. Il lui explique calmement les choses, que la lumière qu'il a vue était liée à l'explosion, blablabla. Et Tim l'arrête tout de suite et lui dit, écoutez, vous vous trompez. C'est un très large cercle de lumière silencieuse. Et ce très large cercle de lumière, il vient de flotter de façon angélique au-dessus de moi pendant plusieurs heures. Et le transformateur électrique a explosé quand le cercle l'a survolé, mais pas avant. Alors Axel croit beaucoup plus en la théorie rationnelle, mais au cas où, il check le passé médical de Tim, voir s'il trouve quelque chose, et effectivement, Tim aurait séjourné en hôpital psychiatrique. Bref, il s'apprête à partir, et c'est là qu'il remarque un truc dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Il se rend compte que Tim et lui se tiennent debout dans un grand cercle au milieu de la neige, un grand cercle parfaitement délimité dont l'intérieur est complètement fondu, il n'y a pas de neige là où se trouvent Tim et Axel. C'est tellement bien délimité qu'il explique que c'est comme si quelqu'un avait allumé une énorme flamme sous le sol au centre du cercle. Et là, Axel, dans sa tête, il y a tout qui se mélange et il se met à faire une petite crise d'angoisse. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il y a ce truc par terre, il est un peu en bad aussi à cause du discours que vient d'avoir Tim en face de lui. Bref, c'est un peu la merde dans sa tête, mais heureusement, il y a un collègue au même moment qui arrive en renfort parce que c'est la procédure quand on tombe sur quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques. Son collègue est tellement calme qu'Axel, heureusement, il redescend en pression, il reprend lui aussi son calme, mais quand même, il attend seul dans la voiture le temps que son collègue ramène Tim chez lui. Et pendant qu'il attend dans la voiture, il essaie de contacter le dispatch, la centrale, avec l'ordinateur de bord, mais l'ordinateur fonctionne pas. Il prend alors son téléphone pour appeler un autre collègue et lui raconter tout ce qui vient de se passer, puisqu'il est encore sous le choc, mais son téléphone, lui aussi, est buggé. Il arrive pas à l'allumer. Il finit par réussir à l'allumer en retirant la batterie en la remettant, la classique, et son ami lui dit, écoute frérot, c'est génial ce que tu viens de vivre, mais en fait, il y a une explication rationnelle, c'est juste la centrale qui a pété, quoi. Arrête d'être parano, arrête de te faire des idées, t'as juste pas eu de chance de tomber sur ce mec un peu fou au même moment, mais tout va bien. Et là, Axel se sent comme un con. Il se dit, putain, au bureau, on va me prendre pour l'officier zinzin qui voit des ovnis. Ils ont sûrement raison, j'ai déconné, faut que je me calme, faut que j'arrête de psychoter. Bref, son autre collègue a fini de raccompagner Tim chez lui, il est de retour dans la voiture avec Axel, et tous les deux prennent la route et se cassent de là. Pendant plusieurs mois, Axel va éviter de retourner dans ce quartier, et surtout, il va essayer d'oublier tout ça. Et un jour, il reçoit un nouvel appel. Une alarme vient apparemment de se déclencher dans une maison située dans la même rue. Axel arrive sur place, il est pas retourné là-bas depuis des mois, et il va à la rencontre du propriétaire de la fameuse maison. Le propriétaire lui explique donc que l'alarme de sa maison s'est déclenchée sans raison, et que c'est pas la première fois, que c'était déjà arrivé plusieurs mois avant, après qu'une étrange lumière ait survolé sa maison. C'est bon. Depuis ce jour, Axel n'est plus jamais retourné dans ce quartier, même quand la police recevait un appel venant de là. Alors qu'était-ce, messieurs dames? Moi je crois surtout au truc d'électrique qui a explosé, qui a fait un truc chelou, électromagnétique bizarre, d'où la radio et tout qui capte plus. Mais cette histoire elle fait partie de énormément d'histoires de gens qui ont vu des trucs dans le ciel, dont certains même qui se sont réveillés après avec des cicatrices. Enfin, il y a tout un fantasme autour de ça qui est assez ouf, que ce soit vrai ou pas, que ce soit fantasmé ou rationnel, peu importe. Était-ce un nouveau véhicule secret que le gouvernement testait? Était-ce un ovni? Était-ce une manifestation divine? On saura jamais. Bref, il est temps de passer à la dernière histoire, celle de Victoire. On est en 2012 et Anna, la meilleure amie de
Victoire l'a convaincue de partir avec elle en week-end à 900 km de chez elle, dans le nord de la Suède. Évidemment, Anna, c'est la sœurette, Victoire, elle est ravie de pouvoir voyager avec elle, donc elle accepte. Faut savoir qu'à ce moment-là, elles ont toutes les deux 21 ans et qu'elles viennent de rentrer d'un voyage en Asie qui s'est très bien passé. Anna a déjà tout prévu, elle a trouvé une super voiture pour leur road trip. L'homme qui vend la voiture a accepté de les rencontrer à l'aéroport d'Ouméa, auquel elles vont arriver à midi sous un torrent de neige. En apercevant le vendeur, Victoire a une petite gêne, c'est que le mec est habillé en chasseur. Alors, c'est pas inhabituel dans cette région et à cette époque, mais quand même, elle se dit, bizarre de nous accueillir habillés comme ça. Bref, elles vont à leur rencontre et le mec est adorable. Il leur serre la main, il est souriant, il leur souhaite la bienvenue, il fait un petit tour de la voiture avec elle, il leur explique comment il a rénové la caisse et il leur montre les papiers de la révision technique la plus récente. Le mec a l'air d'être un très honnête homme. En revanche, la météo se dégrade et il fait de plus en plus froid. On parle du froid du nord de la Suède. C'est un froid qu'on connaît pas nous. Du coup, le vendeur ouvre une porte de la voiture et il leur dit bah venez, on prend la voiture et on va signer tous les papiers chez moi autour d'un café, ce sera quand même plus agréable que dans le froid glacial du nord de la Suède sur un parking vide. Ce qui est très sympa de sa part, mais Victoire, son instinct se met en alerte à ce moment-là. Elle a rien qui montre qu'elle peut potentiellement être menacée par cet homme. Pourtant, elle a une intuition bizarre, comme si tout se passait trop bien pour être vrai. Bref, nos deux amis s'assoient sur la banquette arrière de la voiture, direction chez le vendeur. Sur le trajet, l'homme n'arrête pas de parler. Alors, rien d'alarmant pour nous, mais aux yeux de Victoire, c'est assez étonnant puisque les gens du nord de la Suède ont la réputation d'être des tombes. Là, le mec fait tout l'inverse. Il leur parle des fonctionnalités de la voiture, il leur parle de la région, des lieux qu'elle pourrait visiter, de la faune locale. Bref, c'est genre un guide parfait gratos. D'ailleurs, après 20 minutes de trajet, Victoire remarque qu'elles sont en train de rouler au milieu de la forêt, sur des routes de campagne et qu'il n'y a pas de civilisation avant beaucoup de kilomètres. C'est vraiment la Suède profonde, loin des villes dont Victoire a l'habitude. Alors c'est cool, c'est aussi ça qu'on cherche en voyage, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche en étant dans une voiture avec un inconnu. Victoire, en réalisant ça, elle a un petit coup de stress, elle se dit mais en fait on est en voiture avec un inconnu qui est au volant, qui nous amène on ne sait où, dans un territoire qu'on ne connaît pas, et on n'a prévenu personne de notre présence ici. Ça craint un peu quand même. Elle jette alors un coup d'œil à Anna pour voir si elle a le même feeling et Anna a pas du tout l'air en stress, au contraire elle a un grand sourire et elle discute avec le mec qui est en train de leur parler de la région. Nos amis arrivent enfin à destination et la voiture s'arrête à côté d'un chalet en bois autour duquel il y a rien. Elles suivent donc l'homme jusqu'à l'intérieur du chalet et il continue de leur parler sans interruption jusqu'à ce qu'il ferme la porte d'entrée derrière elle. Une fois à l'intérieur, Anna continue de lui poser des questions sur la voiture et Victoire sent que la voix de sa meilleure amie a légèrement changé, qu'elle a un ton un peu plus inquiet, comme si elle aussi elle venait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'homme leur dit qu'il va faire chauffer de l'eau pour leur faire un thé, pour se réchauffer, et en passant à côté d'Anna, il lui glisse la main dans les cheveux et il lui fait un grand sourire. Ultime red flag. Victoire lui demande poliment si elle peut utiliser sa salle de bain et il lui ouvre alors une porte sur laquelle il y a un cœur rouge, un stickers. Elle le remercie, elle rentre dans la salle de bain, elle referme la porte derrière elle et en se lavant les mains, il y a quelque chose qui attire son attention dans le reflet du miroir. Ce quelque chose, c'est un truc qui a l'air caché derrière le ballon d'eau chaude. Victoire tire dessus et elle se retrouve alors avec un espèce de rouleau en plastique qui contient des pages. Elle ouvre le truc pour vérifier ce que c'est et là son sang se glace. En fait, ce truc, c'est des photos pornographiques ultra violentes qui ont été découpées de plusieurs magazines différents, collées sur du papier et entouré de plusieurs textes écrits à la main. C'est donc pas un truc qu'on trouve chez n'importe qui. Et ces fameux textes écrits à la main, ils parlent de l'horrible histoire d'une femme qui aurait été attirée par la promesse d'une voiture d'occasion vendue pas cher, avant que ça se transforme en une véritable histoire d'horreur. Heureusement pour elle, et Victoire nous dit que ça va nous sembler stupide, moi je trouve pas. À force de voyager ensemble avec Anna, elles ont mis au point un code secret qu'elles utilisent que lorsqu'elles doivent se sortir d'une mauvaise situation. Alors elle nous explique que jusque là, elles avaient jamais besoin de l'utiliser, que même elles se permettaient de faire quelques blagues sur ça, mais que là, ça lui semblait justifié, enfin, de l'utiliser. Victoire sort donc de la salle de bain en comprenant qu'elles sont absolument pas en sécurité ici, elle et Anna. Alors elle regarde Anna et elle lui dit « des pommes de terre ». On a oublié d'acheter des pommes de terre. Anna la regarde droit dans les yeux et tout de suite dans son regard, Victoire comprend qu'elle a compris, qu'elle a capté que c'est pas du tout une blague là, qu'elle utilise premier degré leur code secret. Anna lui répond donc « ah oui merde, on y va maintenant ?» Et Victoire lui dit « ouais, en plus ça risque de fermer, il est déjà tard ». Du bluff. Il est 14h, ça risque pas de fermer. Anna prend tellement au sérieux le code secret qu'elle fait l'actrice là, elle fait un move incroyable. Elle va jusque dans la cuisine, elle tape sur l'épaule de l'homme et elle lui demande s'il peut lui passer les clés de la voiture pour qu'elle vérifie l'état de la courroie. L'homme répond qu'elle est en très bon état mais qu'elle peut checker d'elle-même si elle le souhaite et il lui donne les clés. Elles sortent toutes les deux de la maison, elles rentrent dans la voiture, elles allument le moteur et elles bombardent. Dans la voiture, Victoire explique à Anna pourquoi elle a utilisé le code secret, parce qu'elle était convaincue sur le moment que si elles restaient là, elles allaient mourir. Après 20 minutes de route dans l'autre sens, elles arrivent donc à l'aéroport et elles abandonnent la voiture. Et là elles se disent quand même putain, ce qu'on vient de faire c'est un peu une dinguerie si le mec est innocent, si ton instinct a merdé. Elles se disent que si le mec porte plainte pour vol, elles sont sacrément dans la merde. Et justifier le vol d'une voiture devant la police par le fait que t'as vu un magazine bizarre dans sa salle de bain, elles sont pas très sûres que ça passe. Alors comment l'histoire finit? Bonne nouvelle, le mec ne les a pas suivis jusqu'à l'aéroport. Et il n'a pas non plus porté plainte. Ce qui pour elle montre qu'il avait très certainement de mauvaises intentions. C'est-à-dire personnellement je suis innocent, je te ramène chez moi pour te faire un thé avant de te vendre une voiture, tu me la voles,
Bon, j'appelle les keufs. Bref, ce qu'il faut retenir au-delà du fait, encore une fois, que faut se fier à son instinct, quitte à faire une énorme erreur. Bon là, après, la connerie qu'elles ont fait, c'était monumental quand même. Si le mec était vraiment innocent, on était sur une vraie bêtise. Mais surtout, ce truc de code secret, moi ça m'a sorti de situation chiante mais pas dangereuse. Elle, ça leur a potentiellement ce jour-là vraiment sauvé la vie. On commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent de faire la babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie. C'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne, au milieu de rien. Vraiment de rien. Et la route principale la plus proche, donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon, en gros, vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison bien isolé. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi leur numéro de téléphone portable à côté de la ligne fixe du téléphone de la maison. Parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20 h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix est en train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a évidemment un garage, mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20 h, il est 22 h, il fait nuit noire. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero. Et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tournant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?» Jake, il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix, elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui, comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce monsieur Jim, c'était le dealer de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour embrouiller l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi, voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a
rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seule. Mais cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours et il est aux alentours de 22 h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un peu fait bader, elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur. Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a 4 semaines qui était immobile accroupie. Et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui, cette fois, n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout, sous le réverbère, au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui, et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre, en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout, au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut, parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile, au milieu d'une route sous un lampadaire, enfin, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle, et donc elle se dit, bon, franchement, j'abuse, le mec, il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte? Je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie, et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là, plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarre dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout, ça me fait bader. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh à cette époque est chez lui avec son chien et avec le recul à chaque fois qu'il pense à cette histoire, il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel. Ce jour-là, il est 23 h, il fait nuit dehors et Josh il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui, le genre de soirée qu'on adore, et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail, mais son chien n'est pas du même avis et lui il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh il voit qu'à l'extérieur il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails, mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture et ça l'interpelle pas plus que ça quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh il entend quelqu'un tapoter à sa porte.
Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son chien, lui, va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée, mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va écarter deux lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre, et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois, le tapotement, il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là, il se passe un truc bizarre. Du coup, il fait un move très malin, il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée, il monte à l'étage de chez lui, et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui, et il lui dit « Bonjour, vous voulez quoi ?» Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là, Josh, il se sent méga con. Et immédiatement, il se dit, putain, mais en fait, le mec a tapoté parce qu'il est 23h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre, Josh n'a pas commandé de pizza. Et il le fait savoir. Il dit au gars, mec, je suis désolé, mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit, écoute, mec, je suis bel et bien à la bonne adresse. Je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh, Josh voit bien que dans ses mains, il a rien, le mec. Et là, l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas. Il lui dit, frérot, je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là, malgré tout ce que Josh va pouvoir dire à ce mec va pas arrêter de lui dire, allez, descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza s'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment, le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme, immédiatement, retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore à ce jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré, il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait je sais pas quoi? Josh n'a aucune réponse, voilà. Il raconte juste ça en mode, les gars, il m'est arrivé ça. C'est quoi cette merde? Merci, au revoir. Tout d'abord, on commence avec l'histoire de Michel. Michel explique que son histoire a lieu, comme celle d'après d'ailleurs, à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable et internet. Et mine de rien, internet et les téléphones portables, c'est bien cool pour quand il t'arrive une galère, pour quand tu tombes sur quelqu'un qui te veut du mal. Bref, à l'époque, Michel, c'est une jeune maman qui a la trentaine et elle emmène ses enfants chez le pédiatre. Elle met donc 2 de ses 3 enfants dans la voiture et elle fait 1 heure de route pour aller chez son pédiatre. C'était un cabinet assez nouveau, en gros, il venait de construire un bâtiment sur un nouvel embranchement de route. Donc c'était un endroit assez isolé. Ça sent pas bon, vous savez. En arrivant sur place, il y a déjà 4 ou 5 voitures sur le parking et Michel se gare sur la place la plus proche de la porte d'entrée du bâtiment. Elle détache ses 2 enfants de leur siège auto et elle les emmène du coup dans le bâtiment et puis elle va attendre à peu près 1 heure avant qu'enfin le médecin vienne la chercher. On arrive à la fin de la consultation, Michel paye, tout se passe très bien et elle retourne à sa voiture. Et c'est là que les emmerdes commencent. Michel installe ses 2 enfants dans la voiture, elle s'assoit sur le siège du conducteur, elle tourne la clé de la voiture, sauf que la voiture démarre pas. Dans cette situation, soit t'es mécanicien et tu résous le problème toi-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel, soit tu sors ton portable et t'appelles un dépanneur, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel non plus, car rappelez-vous, c'était il y a des dizaines d'années et il n'y avait pas de téléphone portable. Elle va donc détacher ses 2 enfants et les reprendre avec elle pour retourner dans le bâtiment et emprunter le téléphone fixe du cabinet. Elle trouve le numéro d'un dépanneur, elle l'appelle, il lui explique qu'il a un truc à finir et qu'il sera pas là avant 1 heure mais qu'il va faire au plus vite. Michel lui donne l'adresse et puis elle retourne du coup dans sa voiture avec ses 2 enfants. Mais le temps passe et après un petit moment, toutes les lumières du bâtiment du médecin s'éteignent et tous les gens rejoignent leur voiture et quittent le parking. À tel point que la voiture de Michel se retrouve à être la dernière voiture garée sur ce parking. Pour passer le temps, elle essaye de trouver des petites activités dans la voiture, elle essaie de donner des collations à ses enfants, elle veille à ce qu'ils aient pas trop chaud, etc. Bref, une maman modèle. Et bonne nouvelle, le dépanneur arrive beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'après 40 minutes à peine après le coup de fil, une camionnette arrive sur le parking et un homme descend de la voiture, souriant à Michel, et soulève le capot. Elle va pouvoir rejoindre son domicile avec ses enfants, bref, elle est refaite. Mais Michel attend le moment où enfin le dépanneur va lui dire essayez de démarrer, mais ce moment n'arrive pas. Le gars est là, la tête dans son capot depuis plusieurs minutes, et il dit rien. À plusieurs reprises, le dépanneur propose à Michel de venir voir ce qu'il est en train de faire sous le capot pour qu'elle comprenne quel était le problème et qu'elle puisse régler ça elle-même la prochaine fois que ça lui arrive. Proposition que Michel refuse en souriant, en expliquant moi je suis pas mécanicien, je vais rien comprendre, si ça me réarrive, bah je rappellerai de nouveau un dépanneur. Après un moment, Michel elle réalise que le gars il a l'air frustré du fait qu'elle ne veuille pas sortir de la voiture pour aller voir ce qu'il fait sous le capot. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'un pick-up débarque sur le parking et se gare proche de la voiture de Michel. Et d'un coup, le gentil mec qui réparait la voiture de Michel ferme brusquement le capot, court vers sa camionnette, la démarre et se casse. Michel elle est confuse et elle est un peu angoissée, elle comprend pas trop ce qui vient de se passer. Pourquoi le dépanneur d'un coup l'abandonne, elle avec ses 2 enfants seule sur un parking alors qu'il fait nuit? Le conducteur du pick-up ouvre sa portière, descend et s'approche de la voiture de Michel. Et la première chose qu'il va faire c'est s'excuser de son retard avant de pointer du doigt la route et de lui demander qui était l'homme qui venait de partir si soudainement. Michel elle a une réaction marrante à ce moment-là, c'est elle est pas du tout dans le stress, elle est soulagée. Elle lui sourit et elle lui dit ah bah je croyais que c'était vous. Comment ça?
ah Michel, comment ça? L'homme qui est en face de Michel, c'est le vrai dépanneur. Mais aucun des deux réalise la gravité de la chose à ce moment précis. Le vrai dépanneur va donc lever le capot de la voiture de Michel et commencer à inspecter le problème. Quelques secondes plus tard, Michel est tourné vers sa banquette arrière puisqu'elle est en train de s'occuper de ses enfants et le dépanneur se présente à sa fenêtre avec un objet dans sa main, une sorte de gros poignard. Elle lui demande donc mais pourquoi vous montrez ça, vous sortez ça d'où? Et le vrai dépanneur lui dit qu'il vient de trouver ça sous son capot. Les deux vont alors devenir un peu pâles et réaliser que cet objet n'était pas dans le bloc moteur avant que l'homme qui est venu quelques minutes plus tôt fasse semblant de réparer la voiture de Michel. Il lui dit alors madame, je sais pas ce qui allait arriver ici, mais en tout cas je suis content d'être arrivé à temps avant que ça arrive. Puis le dépanneur retourne dans son pick-up pour le démarrer et fait signe à Michel de démarrer aussi son véhicule. Et bingo, la voiture démarre. Michel va alors payer la facture du dépanneur et sous les conseils de ce dernier, elle va une fois rentrée chez elle appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. La police va prendre soin d'écouter ce qu'elle a à leur dire et il lui explique qu'elle a eu beaucoup de chance, même si elle leur a proposé de leur ramener l'objet, il lui explique écoutez ce sera classé sans suite, donc prenez soin de vous, soyez vigilante et puis courage. Et en vrai effectivement il pouvait pas faire grand chose, mais donc Michel a failli clairement se faire buter par un gars qui a prétendu être son dépanneur alors qu'il l'était pas. Et surtout, comment ce gars est arrivé au bon moment, au bon endroit, c'est dingue. Bref, faites attention au dépanneur. Passons à l'histoire de Kenza, histoire qu'elle a appelée Crazy Ron. Cette histoire a eu lieu quand elle était enfant, elle avait 7 ans et c'était avant même l'arrivée d'internet. Kenza et sa mère venaient d'emménager dans une grande maison blanche en face d'une garderie. Elle explique que c'était la plus belle des maisons dans laquelle elle et sa mère avaient pu vivre, étant donné que sa mère avait toujours du mal à boucler les fins de mois et que son père poursuivait ses rêves d'artiste et versait une pension, mais une pension modeste parce qu'il avait très peu de moyens. À l'époque, Kenza elle est hyper contente parce qu'elle a tout le rez-de-chaussée de la maison pour elle. Sa mère, elle, a tout l'étage du dessus et Kenza elle est contente parce qu'elle habite vraiment en face de la garderie. Ce qui nous intéresse, c'est le voisin de gauche de Kenza, un monsieur qui s'appelle Ron. Ron, c'est un homme qui a la quarantaine, à savoir 10 ans de plus que la maman de Kenza. Bref, comment Kenza et sa mère ont rencontré Ron pour la première fois? Eh ben, un après-midi, après le retour de Kenza de la garderie, il est apparu dans la cour de leur maison. Et immédiatement, la mère de Kenza le trouve chelou. Ron avait l'air beaucoup trop content de vivre à côté d'une mère célibataire qui vit avec sa fille et qui est dans le besoin financièrement. Plus tard, la maman de Kenza expliquera même qu'elle pensait que Ron avait eu un coup de cœur sur elle et qu'en fait, il la séduisait quoi. Bref, Ron fait donc son apparition dans la cour de la maison et il vient pour offrir un cadeau à la maman de Kenza, un cadeau qui est un vieux médaillon. Avec à l'intérieur, une photo de Kenza. Ce médaillon il ressemble fortement à une antiquité et c'est plutôt logique puisque Ron il est antiquaire. La photo en revanche est très troublante puisqu'il s'agit d'une photo de Kenza qui n'a ni été prise par sa mère ni par elle-même. Ce qui veut donc dire que Ron a pris en photo Kenza avec à l'époque un 35 mm, il n'y avait pas d'appareil numérique, avant d'en mettre une dans ce fameux médaillon qu'il offre à la maman de Kenza. C'est creepy, il y a rien de normal, ok? La mère de Kenza dans un premier temps refuse fermement le cadeau en expliquant attends mec t'as pris des photos de ma fille à son insu pendant qu'elle jouait dans la cour, ça dégage. Sauf que Ron d'un coup devient extrêmement triste et il semble inconsolable. Du coup la maman de Kenza elle culpabilise et au final elle accepte le médaillon, à contre-cœur bien entendu mais elle l'accepte. Quelques semaines plus tard, Ron fait de nouveau son apparition dans la cour, il sonne au portail de Kenza et de sa maman et cette fois il vient leur offrir une chaîne stéréo et apparemment il leur offre un des modèles les plus chers qui existent. Comme pour la première fois, la maman de Kenza refuse le cadeau. Mais Ron la supplie d'accepter le cadeau et après plusieurs minutes de discussion, elle cède. Quelques jours plus tard, Ron sonne de nouveau chez elle et cette fois il vient leur offrir un appareil photo. Un appareil photo professionnel. Serait-ce l'appareil avec lequel il a pris des photos de Kenza? Cette fois-ci, la maman de Kenza en a marre, elle remet les pendules à l'heure et elle lui dit écoute ton appareil photo professionnel, j'en veux pas et maintenant c'est ciao. À partir de là, Ron n'est plus jamais allé sonner chez elle pour leur offrir des cadeaux. Le message de la maman de Kenza est donc passé. Mais par conséquent, la maman de Kenza, elle a un mauvais feeling. Elle sait pas de quoi est capable Ron et elle sait pas ce qu'il va faire pour combler le fait qu'il peut plus venir lui offrir des cadeaux. Du coup, elle est vachement sur ses gardes à chaque fois qu'elle rentre du travail et elle interdit à Kenza d'aller jouer dans la cour. Le temps passe et les parents de Kenza établissent un calendrier de visite puisqu'elle vit avec sa mère et désormais tous les samedis soirs elle va aller chez son père pour le voir et passer un moment avec lui. Le premier samedi soir se passe super bien jusqu'au lendemain quand son père la ramène chez sa mère et qu'il apprend que dans la nuit quelqu'un est rentré par effraction dans la maison de Kenza et sa maman. Et effectivement dans la nuit du samedi au dimanche la maman de Kenza est donc seule dans la maison à l'étage et elle entend quelqu'un rentrer au rez-de-chaussée et fouiller. Par réflexe elle a fermé à clé la porte qui permet d'accéder à l'étage et elle a attendu que l'intrus parte. Heureusement Kenza n'était pas là à ce moment-là parce que sinon elle serait tombée nez à nez avec cet intrus. Et elle a en plus pour habitude le samedi soir de profiter pleinement du système son que Ron leur a offert et de mettre la musique forte au rez-de-chaussée puisqu'il n'y a pas école le lendemain. Bref, nos trois amis sont donc allés voir la police et ils ont conseillé à la maman de Kenza d'acheter un chien et un fusil de chasse. C'est une autre époque hein. Kenza a donc parlé de l'incident avec son père et elle en est venue à lui parler de Ron. Et le père de Kenza c'est un gars qui a fait 15 ans de boxe, il a pas du tout peur des autres et il va suivre cette histoire de très près. Un certain temps s'écoule, environ 2 semaines, et Kenza remarque que quand elle va à l'école, Ron passe souvent l'après-midi près de la cour. Mais un jour, Ron s'arrête devant la clôture de
la cour de la garderie, il propose à Kenza qu'ils aillent acheter une glace ensemble. Et heureusement, Kenza, même à cette époque, elle a été mise en garde à multiples reprises, et par ses parents, et par l'école, des signes qui montrent qu'un adulte ne te veut pas du bien, le coup du « allez viens, on va acheter une glace », bref, toutes ces phrases bateau, elle les connaît, on lui a expliqué, et du coup, à ce moment-là, face à Ron, elle a un déclic, et elle comprend que Ron n'est pas juste un inconnu un peu sympa et bizarre, elle comprend qu'il a des idées derrière la tête. D'un coup, elle est très mal à l'aise, et elle s'éloigne de la clôture en disant à Ron « désolé, je dois partir », et elle s'en va. La récréation se termine, Kenza retourne en cours, et environ 1 heure après, elle est appelée à se rendre dans le bureau du directeur de l'école. Ce qui a bien sûr pour effet de la terrifier. Elle y est jamais allée avant, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, donc elle se met à stresser, et en arrivant dans le bureau du directeur, elle voit que son père et sa mère sont là. Kenza comprend que si sa mère et son père ont dû rentrer du travail pour aller à l'école dans le bureau du directeur, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est assez simple. Ron est allé dans le bureau du directeur, déclarant qu'il était le père de Kenza, et qu'il venait la chercher parce qu'ils allaient déménager dans un autre état. Rien que ça. Et ce qui a fait foirer le plan de Ron, c'est que le papa de Kenza était très pote avec un autre artiste qui se trouvait être le petit ami de la professeure d'école de Kenza. Donc la professeure savait à quoi ressemblait le vrai père de Kenza. Ils ont donc fait attendre Ron en lui disant ok, Kenza va venir, elle range ses affaires, elle dit au revoir à ses camarades. Sauf qu'en fait ils ont appelé la police et c'est pas Kenza qui est arrivé dans le bureau, c'est les flics. Au moment où Kenza est dans le bureau avec ses parents, Ron a déjà été embarqué du coup par la police. Malgré tout, le père de Kenza veut prendre zéro risque et donc Kenza va aller vivre chez son père pendant plusieurs semaines au cas où Ron ne serait pas encore derrière les barreaux. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'apparemment Ron vivait avec sa mère qui est décédée quelques mois avant ces événements et donc il s'est retrouvé seul dans cette maison. Il a grandi dans un climat pas du tout sain et il avait apparemment un retard de croissance psychosexuelle. Bref, il comptait kidnapper Kenza et partir, on ne sait pas où, mais partir avec elle et abandonner cette maison derrière lui. Le plus flippant dans cette histoire, c'est qu'en fait, Kenza et sa maman s'étaient trompés, sa mère n'était pas du tout la cible de Ron. Ron voulait simplement avoir des bons liens avec la maman de Kenza pour pouvoir la duper plus facilement et accéder à Kenza. C'était juste un moyen de contourner ce qui l'empêchait d'atteindre Kenza. Voilà, donc il est rien arrivé à Kenza, mais à l'époque c'était un truc qui était assez fréquent en fait, les kidnappings, beaucoup plus que maintenant, il y avait beaucoup moins de moyens, la loi encadrait beaucoup moins ça, c'était beaucoup plus dur de trouver des preuves, etc. Bref, on est quand même à une époque cool où tout ça, ça a bien avancé, alors il y a plein de gars qui s'en sortent et qui restent impunis, mais on n'est pas non plus au stade où on était dans les années 80 où c'était vraiment chaud quoi. Si vous avez des petits frères, des petites nièces, des petits neveux, bref des jeunes dans votre famille, n'hésitez pas à leur rappeler, quand un adulte te propose des bonbons, ça dégage, quand il veut que tu montes dans sa voiture, ça dégage. J'en avais parlé dans une vidéo anecdote, mais moi ça m'a vraiment sauvé la vie que ma mère elle me parle de ça quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment failli être kidnappé quoi. Il y a un gars qui avait ouvert sa portière et qui m'avait dit salut mon petit, viens, j'ai plein de bonbons dans la voiture, monte dans la voiture. Ça m'est arrivé quoi. Bref, dernière histoire, celle de Sacha. Son histoire est beaucoup plus courte, rassurez-vous, mais elle est horrible. Voilà, c'est arrivé 15 ans avant qu'il la raconte, à une époque où il vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée. Sacha avait 15 ans à ce moment-là, et à l'inverse de Kenza, il vivait non pas avec sa mère, mais avec son père. Et du coup, il allait un week-end sur 2 chez sa maman. Ce jour-là, il est minuit 30, la maman de Sacha dort dans sa chambre, lui, il est dans le salon devant la télé, et dans le salon, il y a 2 fenêtres qui donnent sur la route qui se trouve à quelques mètres de la maison. Sacha, il est dans son meilleur pyjama, il est posé devant la télé, et du coin de l'œil, il voit qu'il y a un mouvement dans l'une des 2 fenêtres. Il regarde alors à travers cette fenêtre, et ce qu'il voit, c'est tout simplement le visage d'un mec collé à la fenêtre qui le fixe avec un grand sourire. Sacha est paralysé de peur. Pendant 20 secondes, il ne bouge pas. Il se regarde dans les yeux avec ce mec qui est là, juste de l'autre côté de sa fenêtre du salon. Et d'un coup, il part en courant du canapé direction la chambre de sa mère pour l'avertir qu'il y a un homme de l'autre côté de la maison qui le regarde. Au moment où sa maman comprend ce que Sacha essaie de lui dire dans la panique, ils entendent tous les deux quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Tous deux restent alors immobiles, pétrifiés de peur, sous les bruits de cette porte que quelqu'un essaie désespérément d'ouvrir. Et après plusieurs secondes, ça s'arrête. Sacha et sa mère se regardent dans les yeux, et d'un coup sa mère comprend quelque chose, et elle dit à Sacha « la porte de derrière ». La porte de derrière était tout le temps ouverte et du coup la maman de Sacha part en courant vers cette porte pour la fermer à double tour. Elle retourne ensuite dans sa chambre récupérer une batte de baseball qu'elle a mis sous son lit en cas de danger comme là. Puis elle rejoint Sacha, elle lui ordonne d'appeler immédiatement la police et elle se met face à la porte arrière, la batte de baseball en l'air. Sacha explique à la police au téléphone en chuchotant que quelqu'un essaie de rentrer chez lui. Il donne à la police son adresse et puis il rejoint sa maman face à la porte. Après quelques secondes, une ombre s'approche de la porte et quelqu'un essaie de l'ouvrir en appuyant frénétiquement sur la poignée. Cette personne va même donner des coups de pied dans la porte et hurler de rage. C'est à ce moment-là que la mère de Sacha décide de lui mettre un coup de pression en lui expliquant qu'elle a une batte de baseball et que si ce gars ose rentrer chez elle, elle va le frapper à mort. Immédiatement, la personne de l'autre côté de la porte va arrêter de la ruer de coups. Il va ensuite se retourner et s'enfuir et Sacha et sa mère vont rester face à la porte pendant 20 bonnes minutes, toujours la batte de baseball en l'air, le temps que la police arrive. En arrivant sur les lieux, la police constate qu'effectivement, les fleurs qui entourent la maison ont été piétinées. Ils vont demander à Sacha, qui est la seule personne à avoir vu le visage de l'homme, de le leur décrire pour qu'il puisse établir peut-être un portrait
robots et entamer des recherches. Mais malheureusement, leurs recherches vont rien donner et Sacha et la police et la maman de Sacha n'ont plus jamais entendu parler de ce mec. Un an plus tard, sa mère a emménagé ailleurs par peur que ce gars revienne. Et Sacha, lui, vit carrément dans un autre pays avec sa femme. Alors c'est pas lié à cet incident, hein, c'est juste les aléas de la vie. Mais voilà, ça les a bien marqués et c'est ça en fait qui est ouf avec ces histoires-là, c'est que même si la personne s'en sort et qu'il ne lui arrive rien, elle développe des réflexes et des peurs qu'elle n'avait pas avant et souvent ça lui pourrit la vie et ça les amène à emménager ailleurs en fait. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement, mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à se démerder, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si! Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spécial à faire à part que c'était un peu féminin comme déco etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de fille dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel
bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucy qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucy explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises, t'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucy et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct, et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé, et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check c'est la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas pardon. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. On commence avec l'exorcisme de Michel Hanlise. Ouais, peut-être je vais me reconvertir dans la voix off, ouais. Il s'agit du cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire et l'un des plus documentés. Il y a même eu 2 films dessus tellement cette histoire est connue. C'est celle-ci qui m'a fait plonger dans le paranormal. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. Anneliese Michel est une jeune Allemande née le 21 septembre 1952 à Liedfling en Bavière.
Je ne parlerai plus allemand, désolé. Elle fait partie d'une famille catholique très croyante et elle va jusqu'à faire pénitence pour faire pardonner les péchés des autres, en plus des siens. Elle est vraiment impliquée dans le péché game, vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ses 16 ans, donc jusqu'en 68, où là, elle commence à avoir des crises de convulsions. Elle est alors diagnostiquée épileptique par les médecins, mais ça ne va pas s'arrêter là. Son état continue de se détériorer, les crises sont de plus en plus nombreuses et il pense du coup qu'il y a un problème psychologique derrière ça, alors il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pendant une année. Ça ne s'améliore pas, c'est même pire qu'avant. En plus de ça, elle tombe en dépression, donc c'est vraiment la totale pour la pauvre Annelise Michel, qui va alors commencer à parler de possession démoniaque. Elle va commencer à être persuadée qu'elle est possédée par des démons, à tel point qu'elle va se mettre à rejeter les symboles catholiques comme les crucifixes, la Bible, tout ça. Elle va se mettre à chier là-dessus, vraiment, comme si elle en voulait à l'église de ne rien faire pour elle, alors qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. Elle le crie sur tous les toits. Sa situation va ensuite s'arranger, elle va sortir de l'hôpital, elle va reprendre le chemin de la foi, elle va se remettre à prier, à croire, mais elle surveille ses arrières, elle garde quand même une petite fiole d'eau bénite, hein, tu vois, dans la poche arrière, au cas où il y a un démon, bam, dans la gueule. À partir de là, la pauvre, c'est une descente aux enfers. Oh, à proprement parler, puisqu'on parle de démons et tout. Annelise va se remettre à parler de possession démoniaque, même plus que ça, elle va commencer à dire qu'elle voit des visages démoniaques. Elle va se mettre aussi à entendre des voix d'entités diaboliques. Elle est convaincue que ces médicaments n'arrangent rien, elle en prend pour traiter ses problèmes d'épilepsie, pour traiter sa dépression, pour traiter même la schizophrénie, je crois. Enfin bref, les médecins, ils s'acharnent un peu sur elle, donc du coup, elle va arrêter d'un coup de prendre tous ces médicaments. Et c'est une très mauvaise idée. Pendant toutes ces années, l'église refuse de pratiquer un exorcisme sur Annelise. Étant donné qu'elle est persuadée d'être possédée, c'est un effet très destructeur pour elle. Mais en 75, un curé va porter l'affaire devant l'église et va les convaincre de pratiquer des exorcismes. Au cours des exorcismes, les prêtres diagnostiquent qu'il y aurait plusieurs entités qui sont rentrées dans le corps de Annelise. Entre autres, Néron, Lucifer et Hitler. Le comportement d'Annelise est de pire en pire. Elle hurle, elle mord les prêtres, elle se met même à manger des insectes. Elle va commencer à se mutiler aussi. Bref, tous les signes que l'église considère comme des signes de possession démoniaque, elle les a. Et surtout, il y a un enregistrement audio qui a été fait lors d'un exorcisme. Et là, on entend la voix de Annelise, et qu'elle soit possédée ou pas, on s'en fout. C'est assez troublant parce qu'on entend quand même une personne en détresse. Je vous mets un très court extrait qui vous fera bader, mais pas trop non plus. Mais c'est vous dire à quel point c'est sérieux en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une légende. Le 1er juillet 76, Annelise décède, elle meurt à l'âge de 25 ans après des années de souffrance, et cette histoire a fait d'elle le cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire. Ça, c'est l'histoire comme les gens aiment la raconter, sauf qu'il y a un décor qui est beaucoup plus glauque après ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a commencé en mars 78 et qui a accusé en fait les prêtres qui ont pratiqué les exorcismes et les parents d'Annelise de négligence, entraînant la mort d'une personne. Le procès était assez dingue et emblématique parce que ça opposait l'église qui parlait de faits surnaturels comme de possession démoniaque à la science, les médecins, qui expliquaient que le comportement d'Annelise était lié à tous les médicaments qu'elle prenait et leurs effets secondaires, et aussi à l'arrêt brutal de cela, c'est-à-dire que c'est des traitements lourds et quand t'arrêtes en plein milieu, ça met ton cerveau un peu en bordel. Résultat du procès, les parents d'Annelise et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y avait eu non-lieu, ça donnait raison aux prêtres d'avoir eu ces pratiques-là sur Annelise, et ça aurait surtout montré que la justice voit la possession démoniaque comme une réalité et non plus comme un mythe ou quelque chose de paranormal, mais on n'a pas de preuve que ça existe vraiment. Voilà, c'est assez ouf comme histoire, ça opposait vraiment le paranormal et la science, et ce qui est horrible, c'est que les symptômes d'une possession démoniaque, si ça existe, sont vraiment très proches, voire exactement les mêmes que les effets secondaires de certains médicaments que tu prends quand t'as un traitement lourd contre certains problèmes psychologiques, entre autres. Donc du coup, ce procès était compliqué et ça rend l'histoire assez folle, et en tout cas, Annelise Michel, paix à son âme, et c'est horrible ce qu'elle a vécu. Et voilà, que ce soit une possession démoniaque ou juste un problème psychologique, c'est affreux. Bon, maintenant que vous allez pas dormir, bah autant que je continue, que je vous raconte une deuxième histoire. Je suis le père Castor de ma génération. L'histoire de Robert la poupée. Oh là là, cette voix. Robert the Doll, une histoire qui m'a marqué de ouf parce que c'est l'une des rares histoires qui contient une poupée hantée. Bah je crois que c'est la seule en fait avec Annabelle. Et surtout cette putain de poupée, elle a une gueule un peu atypique. On a souvent parlé de poupées dans les vidéos, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a designé ce truc? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là. Quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille, et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée. Et elle est vue comme une personne qui pratique
pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie, c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors, Robert trouvait que la poupée lui ressemblait, donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom, Eugène. Pour moi, c'est un gros début de schizophrénie, mais ainsi soit-il. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée, cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas, ils en créent, donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard, les parents vont changer d'avis, parce que là, il va plus être question de simples petites conversations entre les deux. Ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Au calme, Robert, il prend un melon, mon pote, t'as jamais vu ça. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre, ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Au calme. Eh, t'es une poupée, tu redescends, mon pote, ok? Souvent, quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène, il avait rien fait. Du coup, il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui, elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise, il dit Robert did it, tellement. C'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon, c'est un adulte maintenant, hein, il a 30 ans, enfin tu vois, voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène, tu fais quoi là? Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure, et un jour elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très très glauque, puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Ah ok. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne, ça va la rendre folle. Quelques années plus tard, Anne décède, paix à son âme, et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là, et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort, qui est devenu je crois un musée des horreurs ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait quand on passe devant, il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit, c'est génial l'histoire avec les poupées. Enfin c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire-là m'avait aussi énormément fait kiffer, et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec, c'est fou. Bon, n'est-il pas temps de passer à la troisième histoire? The Enfield Poltergeist. Eh, pas dégueu celui-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Ça vient du coup de l'allemand poltergeist, c'est le dérivé de poltern, qui veut dire faire du bruit, et geist, qui veut dire esprit. Il s'agit donc d'un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets ou autres phénomènes a priori inexplicables. Oui, j'étais sur Wikipédia. On bat les couilles. Nous sommes en 1977 à Enfield, une ville d'Angleterre. Peggy Hudson vit dans une petite maison avec ses 4 enfants, et elle va être témoin de phénomènes paranormaux. Ça va partir en couille, et j'adore cette histoire, déjà parce qu'elle a inspiré mon film d'horreur préféré, Conjuring 2, et surtout parce que c'est le cas d'apparition de phénomènes paranormaux le plus documenté de l'histoire du poltergeist. En vrai, il y aurait matière à faire une vidéo juste sur cette histoire-là, mais vu qu'elle est extrêmement connue et que d'autres l'ont déjà fait, je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous dire les grands traits de l'histoire, et pour les curieux, vous irez voir en détail, mais c'est hyper intéressant. Peggy Hudson vit dans une petite maison à Enfield, comme je viens de vous le dire, et elle élève ses 4 enfants là-bas. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Nous sommes le 31 août aux alentours de 21h, donc c'est pas très tard en plus, et Peggy est posée dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend un crissement qui vient de la chambre des enfants. Elle rejoint la chambre en courant, les 2 enfants sont réveillés, relevés dans leur lit, et ils disent putain maman on a peur. Il faut savoir que la veille, ses enfants lui avaient dit ah maman au secours, nos lits bougent tout seul, au secours nos lits bougent tout seul. Cette fois-ci c'était la chaise qui apparemment bougeait toute seule. Peggy calme les enfants, elle regagne sa chambre et elle entend un petit glissement bizarre. Elle retourne dans la chambre et là il y a 4 tocs qui proviennent des murs de la maison, comme du cœur de la maison. Et là la commode, donc une commode c'est très lourd, qui est située contre un mur, se met à se décoller du mur et à bouger. Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée, ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup Peggy, elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer, elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc-toc qui vont continuer d'apparaître, mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23h, ils ont toujours pas d'explication
explication logique. Donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison, donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vit un enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là, les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple, c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent, bref ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit, c'est souvent autour de Janet que ça se passe et une nuit Janet se réveille en hurlant, elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer et au final elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise, c'est ça qui est horrible. À partir de là, il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà, c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là, tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore. Les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Et j'espère que vous allez pas vous mettre à voler au-dessus de votre lit cette nuit, qu'il y aura pas de poltergeist, qu'il y aura pas des toc-toc qui viennent des murs, tout ça. Qu'il y aura pas Robert the Doll sous lit qui met des petits coups comme ça entre deux lattes pour vous empêcher de dormir. Voilà, je voulais trop parler de ces 3 histoires parce qu'elles sont fascinantes et elles sont extrêmement documentées. Enfin, en tout cas, c'est les 2 cas de possession démoniaque, de poltergeist qui sont les plus connus et pas pour rien quoi. Celui-là, là, celui de Janet, le nombre de photos, de témoignages, c'est incroyable. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ces petits trucs où on parle d'histoire d'horreur vous font kiffer. Moi, j'adore. Putain, je kiffe tellement. Je suis vraiment content d'avoir pu vous raconter ces 3 histoires-là qui, moi, m'ont fasciné. C'est vraiment grâce à ça que j'ai aimé le paranormal et que je me suis mis à m'y intéresser, même si j'y crois pas en fait. J'ai jamais volé au-dessus de mon lit comme Janet, tu vois, je peux pas y croire du coup. Mais bon, ceux qui y croient, je respecte. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.